Mon invité ce matin, vous le reconnaissez, c'est maintenant un personnage très connu, M. Bernard Généreux, qui est député de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bon matin, bon matin. Je me trompe plus, là, je le sais. Je l'ai appris par cœur. C'est long comme... C'est un des plus longs, d'ailleurs. C'est un des plus longs. Je pense que Sylvie Boucher, de l'autre côté, avec l'île d'Orléans, la côte nord, en tout cas, il n'y a pas juste le nom qui est long. Le territoire aussi est long. Oui, c'est grand. Oui, c'est très grand. C'est un beau comté, par exemple. Oui, c'est vrai. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. On est bien dans notre coin. On a une qualité de vie exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Moi, à chaque fois que je reviens d'Ottawa ou quand je monte à Ottawa puis que je me ramasse, où je suis pris de passer dans des heures où il y a du trafic, là, je m'ennuie de mon coin de pays, c'est pas long. Oui, je comprends. On peut calculer pratiquement sur le doigt d'une main les lumières qu'on a dans nos municipalités. Là, fait que, je pense que quand on arrive dans la région de Montréal, ou même à Ottawa, mais Ottawa, c'est moins pire un peu, mais ma région de Montréal, c'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. On a encore quelques années. C'est pas sur l'île, là. Moi, je fais le détour de l'île, là, je passe pas sur l'île. Imaginez-vous, sur l'île, c'est encore pire. Alors, on est chanceux de vivre dans notre coin de pays. Alors, Bernard, on va y aller avec nos différents sujets parce qu'on a la chance de l'avoir. On va le garder pour une dizaine de minutes. Et puis, c'est pas long, 10 minutes pour faire le tour parce qu'on le voit une fois par mois. D'abord, vous avez fait une sortie récemment, Bernard, sur le budget Morneau. Oui. C'était assez... C'était un discours pour hommes que vous nous avez lancé? En fait, je pense qu'il faut que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer, là. Puis, il faut faire passer le message parce que le gouvernement actuellement, le gouvernement de M. Trudeau a l'intention d'investir des sommes colossales en infrastructure. Ça, on est tout à fait en accord avec ça. D'ailleurs, je pense que c'était le temps aussi. C'était le temps. On avait déjà un plan d'infrastructure annoncé. Mais est-ce que M. Harper n'a pas trop pris de temps avec ça? Est-ce qu'on n'a pas trop laissé les infrastructures se détériorer? Non, il faut remonter dans le temps pour savoir comment on est arrivé là. Quand on est arrivé en 2008-2009, où il y a la crise mondiale, en fait, la récession, là, essentiellement, qui était la pire récession depuis les années 30, on est arrivé avec un plan pour, justement, d'investissement dans les infrastructures qui était à l'époque de 50 ou 60 milliards, qu'on a bonifié par la suite, on a monté ça à 80 milliards. Donc, 80 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent à travers le Canada pour faire des infrastructures. Et on avait choisi des infrastructures stratégiques, qu'on considérait comme étant stratégiques. Donc, tout ce qui touche l'eau, les égouts, les aqueducs, etc., toutes ces choses-là, c'était la priorité numéro un. Le gouvernement Trudeau arrive au pouvoir, puis on a tout fait ça en revenant à l'équilibre budgétaire, parce qu'on sait qu'on a fait quelques déficits, parce qu'on n'a pas eu le choix de faire quelques déficits après, quand la récession est arrivée, pour revenir à l'équilibre budgétaire, et on avait un plan pour y revenir. Au moment où on se parle, M. Trudeau avait annoncé lors de l'élection qu'il ferait 3 petits déficits de 10 milliards de dollars. Ça, c'était sa promesse électorale. La réalité, c'est qu'après même après un an au pouvoir, il a atteint 30 milliards de dollars de déficit. Donc, il a atteint les 3 années dans lesquelles il disait qu'il ferait un déficit. Il l'a fait dans la première année. Mais pire encore, c'est que là, dans son budget, dans l'énoncé budgétaire qu'il a annoncé 25 milliards de déficit annuel. Pas annuel, pardon, pour les 5 prochaines années, additionnel à ce qui est déjà annoncé. Puis on s'annonce à quelque part dans les 5 prochaines années avec autour de 100... Ça va totaliser à peu près 150 milliards de dollars de déficit. 150 milliards de dollars de déficit, là, c'est énormément d'argent. Énormément d'argent. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun plan pour revenir à l'équilibre budgétaire. Alors, c'est comme si c'est le free for all. De payer pour dépenser de l'argent pour faire des infrastructures, soit tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, parce que c'est des investissements, ça reste à long terme, c'est parfait. Mais quand tu empruntes, comme on vient de faire dans la dernière année, pour payer l'épicerie, là, ça va pas bien. Là, ça va pas bien, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Et les mesures qu'ils ont mis en place depuis un an, c'est des mesures récurrentes qui vont créer un déficit récurrent. C'est-à-dire que pour être capable de venir remplacer cet argent-là qu'on dépense, il faut absolument qu'on ait des nouvelles taxes ou qu'on ramasse de l'argent d'une façon ou d'une autre. Donc, la réalité, c'est que M. Trudeau, il donne d'une main dans une poche, puis il ramasse à 2 mains dans l'autre poche. Parce qu'inévitablement, la taxe sur le carbone s'en vient. Donc, toutes les provinces n'auront pas le choix. Là. Il a avisé l'ensemble des provinces. Parce qu'en même temps, il dit qu'il veut travailler avec l'ensemble des provinces en collaboration, à l'écoute. C'est tous des beaux grands discours parce que la réalité, il est en train de leur imposer une façon de faire, ça s'arrête là. Donc, ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour les provinces. En santé, c'est la même chose. Puis le plus drôle là-dedans, là, c'est qu'il avait dit que les cibles conservatrices en environnement, c'était épouvantable. Ça allait être un plancher, ça allait être un minimum qui allait donner beaucoup plus que ça comme cible. La réalité, c'est qu'il a pris les mêmes cibles que nous avions prises.
parce que, puis tout le monde nous avait traité de cancre à l'international en disant que ça n'avait pas de bon sens, le Canada n'était pas là en environnement. Aujourd'hui, il est acclamé, M. Trudeau, parce qu'il prend la même cible que nous autres. Alors, c'est pour vous dire que l'opinion publique a énormément changé, mais moi, le message que je passe aujourd'hui, c'est soyons vigilants, extrêmement vigilants, parce que la débandade actuelle au niveau financier, là, elle est réelle, puis elle va coûter cher tantôt. Puis c'est nos enfants, puis vos petits-enfants qui vont, puis les petits-enfants de tout le monde qui écoute aujourd'hui, qui vont avoir à payer ces déficits-là. Rencontre comité ad hoc. Oui. C'est une rencontre concernant le suivi qu'on va faire au niveau de la main-d'œuvre. Annie et Mireille, mes adjointes qui sont ici à Montmagny, à Rivière-du-Loup, sont allées à Montréal avec le salon de l'emploi qui a eu lieu à Montréal. Il y avait des gens de Montmagny, d'ailleurs, qui étaient là. Ils sont allés... Ça a été un beau succès, d'ailleurs. Absolument. Ils sont allés constater des visios, comment ça se passait. Ils ont fait plein de contacts, sont allés voir exactement comment tout le monde se positionnait à l'intérieur d'un salon comme celui-là. Parce que vous vous souvenez, moi, j'avais dit qu'il serait intéressant qu'on fasse une activité, que ce soit un salon à Montréal ou qu'on fasse quelque chose dans le comté qui va faire qu'on va être rassembleur par rapport à Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, parce que les quatre, il y a une homogénéité, puis je le répète encore, c'est très important, là, toute la question là, de la transformation du métal, par exemple. Bombardier, ici à Montmagny, M. Moreau, il y en a plusieurs, là. Puis à Misco, on est tous dans la transformation du métal. Beaucoup d'entreprises sont là-dedans, donc il y a des circuits, si je peux dire, là, où on a besoin d'employés, des soudeurs, des monteurs, des opérateurs de machines électroniques. On a besoin de main-d'œuvre, donc il faut travailler tout le monde ensemble pour faire en sorte d'aller chercher des gens qui vont venir travailler chez nous. Puis tantôt, vous étiez avec M. le maire de Lillet, là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Écoutez, c'est la même chose. La municipalité est en croissance. Tout le monde est en croissance, puis la pénurie de main-d'œuvre, ça touche tout le monde. Alors, on travaille là-dessus. OK. Je vous parle de la téléphonie. On en est où avec le dossier de la téléphonie au sud du comté, parce que les gens de Saint-Pamphile nous écoutent? Oui, absolument. Bien, écoutez, oui, c'est ça. La téléphonie cellulaire, ça continue à évoluer. Là, on rencontre un groupe de citoyens qui a communiqué avec nous autres, qui ont des problèmes dans le deuxième rang de Saint-Jean-Port-Joli. Et pourtant, c'est à côté de l'autoroute. C'est pour dire, hein? Donc, c'est pas juste la cellulaire, c'est le câble, eux autres, ils ont tous des problèmes. Il y a des zones grises. Donc, absolument. Donc, on a déterminé les secteurs en question et on a communiqué avec les entreprises de télécommunications pour on leur a demandé que c'est quoi vos plans par rapport à ces gens-là. C'est des citoyens, puis ils veulent avoir des services. Donc, on va avoir des réponses. On a des réponses déjà obtenues. On en attend une ou deux encore, mais on va les avoir cette semaine puisqu'on les rencontre cette semaine. Donc, on essaie de travailler là. On travaille sur un plan beaucoup plus large avec les municipalités. D'ailleurs, on attend que le gouvernement du Québec, à la fois du Québec et du Canada, annonce leur stratégie numérique de façon à savoir s'il va y avoir de l'argent pour que les municipalités ou les MRC se prennent en main et disent on fait construire des tours, puis on va louer les tours à des compagnies cellulaires qui viennent offrir le service. Parce que la réalité, là, puis ça, tout le monde nous le dit, là, les entreprises ne viendront pas investir dans des marchés où ils ne font pas d'argent. C'est un peu ce qui me rend sceptique à la réalisation de ce projet-là. Ouais, en fait, est-ce que ça va se réaliser? En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a place. Si on est capable, par exemple, de la municipalité, je ne vais pas dire la MRC de Lillet, décidait de construire des tours dans la région de Saint-Pamphile ou dans ces eaux-là, puis ça ne prend pas 75 tours-là. Il faut qu'ils soient placés dans des endroits bien spécifiques. Mais imaginons que la MRC décidait, puis qu'il y avait une subvention jusqu'à hauteur de, je ne sais pas, moi, 70 ou 80 bien, il resterait 20 assumé localement. T'sais. Donc, on est capable, à l'intérieur des taxes qu'on a, puis d'aller chercher des revenus aussi, il faut bien se le dire, parce que la collaboration municipale à l'intérieur de ça, c'est que la municipalité donne un crédit de taxe pendant 5 ans, c'est sa mise de fonds. Donc, il y a moyen de faire des tours maintenant pour 350 000 $. Donc, c'est pas... C'est des montants importants, mais si c'est subventionné par l'ensemble de la société, on est capable de faire un petit bout, nous, localement, puis être capable de monter des tours pour faire en sorte qu'on va être connecté. Parce que, je l'ai dit, je le répète plusieurs fois, l'autoroute de demain, elle n'est pas pavée. L'autoroute de demain, elle est numérique, puis c'est avec les téléphones intelligents que ça va se passer. passe par là. Absolument. Donc, on continue à travailler là-dessus. Vous écrire un livre là-dessus. Absolument. Oui, ben oui. T'es bien placé pour le savoir. OK. Gestion de l'offre. Gestion de l'offre. Bien, écoutez, on a dans la course à la chefferie actuellement, au Parti conservateur, on a des candidats qui ont des positions diamétralement opposées. Donc, on a 2 Québécois actuellement qui sont sur la course. Qui rend la campagne... Bien, qui rend la campagne très intéressante. En fait, c'est qu'il faut savoir que la gestion de l'offre au Canada, on est les seuls maintenant pays industrialisés qui demeurent avec une gestion de l'offre. L'Europe l'a aboli, la France l'a aboli, la Nouvelle-Zélande l'a aboli. Plusieurs pays ont aboli la gestion de l'offre. Et
nous, au Canada, on est les seuls qui demeurent. Évidemment, la gestion de l'offre au Canada, il faut bien se le dire, c'est beaucoup au Québec que ça se passe parce que les producteurs d'œufs, de poulet et de lait sont au Québec en très grande majorité. Donc, avec l'UPA qui contrôle le marché, il y a plusieurs points de vue très différents. Mais ce qui est important, je pense, pour la population, c'est de comprendre comment, dans une course à la direction comme nous avons actuellement, qu'on puisse avoir des points de vue différents et même diamétralement opposés, mais être dans le même camp dans la mesure où on veut défendre les intérêts de l'ensemble des consommateurs et des producteurs, bien évidemment. Donc, Stephen Blaney et Maxime Bernier ont des positions très, très opposées. J'ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit à Maxime Bernier à plusieurs reprises également, je ne peux pas t'appuyer parce que moi, je crois en la gestion de l'offre. Je crois en la gestion de l'offre dans la mesure où elle est améliorable. C'est quelque chose qui existe depuis 60 ans, la gestion de l'offre au Canada. Donc, comment peut-on la moduler ou la faire progresser puis l'améliorer encore plus? Moi, je pense que c'est possible de le faire, mais j'ai dit à Maxime que je ne voterai pas pour lui, c'est sûr et certain, juste à cause de ça. Alors, je ne voterai pas nécessairement plus pour Stephen Blaney, pas nécessairement, je dis bien parce que... Parce que la position de M. Blaney, la course, Stephen Blaney vient d'embarquer dans la course, mais il va y avoir 12 ou 14 candidats. Donc, moi, je veux savoir ce que l'ensemble des candidats à dire avant de me positionner. Puis je pense que Maxime est à peu près tout seul de son bord là, concernant la gestion de l'offre. On a des choix dans toutes les autres. Là. Monsieur le réalisateur, on va faire encore une petite minute ou deux parce qu'on n'a pas... Il me reste encore... Vous avez eu des changements vous avez des tâches un peu différentes c'est ça. En fait, on m'a donné le rôle de critique au niveau de Développement économique Canada pour le Québec. Donc, on sait que c'est Denis Lebel qui était ministre de Développement économique Canada pour le Québec pendant de nombreuses années. Il a travaillé extrêmement fort et Denis était un gars du Lac-Saint-Jean. Il connaissait bien l'environnement des affaires au Québec et il travaillait sur l'ensemble du territoire québécois. Le premier ministre Trudeau a décidé, lui, que les ministres d'État, il n'y en avait plus. C'était juste des ministres. Et le ministre de Développement économique, c'est le ministre de l'Innovation, de l'Industrie, pas Industrie, j'oublie le nom exact là, du ministère, mais le Développement économique fait partie de ça. Et il y avait cinq ministres régionaux, donc un dans les Maritimes, un dans l'Ontario, un dans l'Ouest, un au Québec, puis un dans le Nord. Puis ces ministres régionaux-là avaient le nez collé sur l'ensemble du monde des affaires de leur région, comme Denis Lebel au Québec. Et ces ministères-là sont disparus. Donc, le ministre responsable du développement économique du Québec, bien, il vient de Mississauga, en Ontario. Donc, nous, on considère, puis avec raison, je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont... connaissants du territoire pour lequel ils doivent défendre les intérêts et pour travailler, pour développer. Puis je pense pas que le ministre de Toronto est en mesure, lui seul, de faire le développement économique à travers le Canada. Moi, je crois pas. Et ça vous amène à quoi? Ça nous a fait, en fait, c'est que j'ai l'occasion de poser des questions. J'en ai posé une d'ailleurs en chambre la semaine dernière, à savoir à quel moment il est allé à l'est de Montréal depuis un an. T'sais, la réponse, c'est qu'il n'est jamais allé. C'est-à-dire, inévitablement, comment voulez-vous qu'il fasse le tour du Canada quand il est tout seul? Écoutez, Denis Lebel en avait plein les bras, puis là, lui, il est ministre de tout le Canada au complet au niveau du développement économique. Donc, il ne peut pas faire un travail aussi pointu puis aussi régulé en fonction vraiment des particularités régionales que chacune des régions du Canada a. Et on pense qu'il devrait avoir des ministres régionaux ou des ministres responsables, parce qu'au moment où on se parle, même le ministre Duclos à Québec a dit qu'il n'était pas responsable de la région de Québec. Écoutez, on s'en va où avec ça? On va le gérer par des gens de Toronto? C'est quoi l'affaire? On a besoin au Québec d'avoir des gens qui sont responsables des dossiers au Québec. Alors, en général, c'est tout le temps qu'on a. Et même, on en a. Oui, vous l'êtes pas mal tout le temps. C'est le temps. Et d'ailleurs, on vous a accordé plus de temps que prévu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Et on se revoit au mois de décembre parce que, on va suivre les dossiers. Naturellement, on entend parler de Bernard à l'occasion lorsqu'il fait des sorties comme récemment avec le budget Morneau. Oui. Alors, on suit de très près vos activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bernard Généreux, qui est député de Montmagny-Lillec à Montresca, Rivière-du-Loup. On s'arrête.